Docteur Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous comme chaque mercredi matin pour cette chronique économique. Et ce matin, nous approchons, il faut bien l'avouer, de la rentrée des classes. Alors moi, mes enfants sont déjà relativement âgés, on va dire. Et donc, on ne peut pas dire qu'ils me dérangent particulièrement, mais je suppose que ça va être une sorte de ouf de soulagement pour ceux qui ont des enfants plus jeunes. Mais ça nous donne aussi l'occasion de parler du coup de cette éducation, de l'enseignement en Israël et de l'éducation nationale. Parce qu'on parle beaucoup souvent d'éducation gratuite dans les systèmes, on va dire, nationaux, généralistes, ou le système sioniste religieux, on va dire Mamlarti ou Mamlarti Dati. Mais finalement, eh bien, ça coûte quand même assez cher d'accompagner un enfant durant toute sa scolarité. Parlez-nous un peu des coûts de cet enseignement en Israël. Oui, l'Institut des statistiques en Israël publie avant la rentrée scolaire, comme chaque année, des points généraux pour pouvoir voir où en est Israël par rapport à justement ce que vous dites, les dépenses pour l'éducation et qu'est-ce qui se passe. D'abord, souvent, dans cette chronique, je suis amené à critiquer ou à dire qu'il y a des problèmes dans l'économie israélienne, et il y en a, mais il faut noter des points très positifs, point de vue de ce qui s'est passé ces dernières années, point de vue de l'aide de l'État à l'éducation pour l'ensemble de la population. D'abord, il faut savoir que cette année, comme en 2018, c'est les chiffres qu'on a pour l'instant de 2018, les chiffres d'augmentation de la dépense des parents des scolaires, des parents et autres, a augmenté de 2%. On est à plus que 100 milliards de shekels. C'est-à-dire ça veut dire c'est aussi ce que les parents ont investi. Non, pas seulement les parents et l'État. Quand vous achetez aussi un cartable, quand vous achetez des choses, mais aussi c'est la construction de classes, c'est tout ce qui est depuis la maternelle, jardin d'enfants, jusqu'au terminal. Maintenant, point de vue de ce que vous avez parlé, et ça c'est très important, est-ce qu'il y a égalité ou pas? Point de vue dans ce que les gens qui n'ont pas ou beaucoup d'argent peuvent donner à leur enfants. Il y a effectivement un problème que l'État ne donne pas tout ce qui est possible, point de vue enseignement, puisqu'il y a le budget limité. Et alors, on considère que dans les gens qui ont beaucoup d'argent, ils donnent par enfant 1000 shekels par mois, tandis que dans... Même ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent aussi, hein. Oui, mais dans ce que il se trouve qu'en général... C'est effectivement un budget conséquent, extrêmement important. Exact. Et que dans les classes les plus défavorisées, justement, ce n'est que 200 shekels qui peuvent ajouter par enfant pour donner. Oui, ça veut dire par exemple, on parle du système Mamlarti et Mamlarti Dati, qui sont des systèmes gouvernementaux. Même si officiellement ils sont gratuits, eh bien, il faut tout de même payer, n'est-ce pas? Oui, il y a eu, comme chaque année, il y a un problème de ce qu'on appelle Tashumei Horim. Est-ce que les parents doivent donner en plus pour que l'école puisse fonctionner? Dans les cas que vous parlez, normalement, Mamlarti Dati, ça doit être, c'est réglementé par l'État de ce que et la Knesset chaque année vote en sachant que les gens ont une possibilité limitée de payer, et il y a chaque année des discussions à ce sujet. Et effectivement, ça représente un certain nombre de quelques centaines de shekels par an ou quelque chose comme ça. Mais disons, ce qui est important de dire, j'ai vu aussi par exemple des chiffres qui ont été donnés sur l'enseignement supérieur, que 65% des frais sont donnés par l'État. Et à mon avis, c'est beaucoup plus que ce qu'il y avait les années dans ces années. Seulement, c'était les étudiants très favorisés qui pouvaient faire des grandes études. Et maintenant, on assiste, c'est grâce aussi au développement de la croissance en Israël et de la demande du peuple, sûrement. Il faut le dire, il y a une aide conséquence de l'État. Et je pense, et c'est très très bien pour tout l'ensemble des familles. Alors, ça c'est un point important. Je voudrais que nous parlions également d'une intervention. Alors, vous y êtes directement lié. Il s'agit d'une intervention de Kalita pour venir en aide à un francophone, dans le cas précis, mais on va dire à l'ensemble des francophones, face au problème du fisc, en particulier lorsqu'il y a des retraites en France et une partie des retraites en Israël. Expliquez-nous de quoi il s'agit, bien entendu, sans révéler l'identité de la personne avec laquelle vous étiez en contact. Oui, bien sûr. D'abord,
d'abord, ça me permet de reparler de l'institution Qualitime qui existe ici. Vous savez, donc vous êtes, on va dire, un des bénévoles les plus actifs. Hein. Merci, mais qui a dans énormément de domaines. C'est Sarah Simcha qui est extra. Vous avez un contact avec elle, ça vous fait une bonne journée. Elle est vraiment, c'est un service très très agréable. Et moi, je suis désolé quand j'ai fait ma LIA, j'ai pas pu profiter de ça. Et dans énormément de choses, et également dans le domaine financier, lorsqu'il y a, alors on me demande, bien sûr, c'est à titre de bénévole, il est possible, et comme dans ce cas-là qui m'a été donné par Qualita, c'était une question de fisc, et je ne suis pas conseiller fiscal, je suis financier, mais pas conseiller fiscal, et j'ai pu, lui ai conseillé de s'adresser à un conseiller fiscal. Maintenant, ce qui est important de dire, c'est que deux choses qui concernent l'ensemble des Français et des francophones ici que j'ai appris de ce cas-là. Premièrement, comme je vous le dis souvent, lorsque vous êtes salarié ou indépendant et non pas une entreprise, même les fiscs vous disent, il faut vous adresser à ce qu'on appelle un conseiller fiscal et non pas un expert comptable. Okay. C'est plus cher, ils sont spécialisés surtout pour les entreprises, les experts comptables. Il vaut mieux aller chez un conseiller fiscal. Ça, c'est une chose. Yoetzmas en hébreu. Une deuxième chose, cette personne-là a reçu, bien qu'il était salarié en Israël, une demande de ce qu'on appelle Hatzaraton. Dis-moi, l'État dit, le fisc dit, dis-moi tout ce que tu as, tout ce que tu gagnes, et si tu le fais pas, tu vas recevoir une amende si tu ne le dis pas. Et généralement, alors qu'en général, les salariés ne reçoivent pas ce genre de demande. Exactement. Et c'était ça qui était très étonnant. Alors, première chose, ce conseiller fiscal lui a dit, essaie de téléphoner pour lui dire, pour leur dire que je suis salarié. Et ça n'a pas réussi. Je ne sais pas pourquoi il était dans le collimateur. Pourquoi il était dans le collimateur. Il est possible que c'est une personne qui voyage beaucoup. C'est possible que ça soit une des raisons pour lesquelles le fisc évolue. Vous savez que le fisc a pris, le fisc a pris cette semaine quelqu'un dans l'enseignement qui a gagné 1 million de shekels en 3 ans en utilisant des applications. Mais c'est pas son cas. Mais c'est pour vous dire que le fisc est à l'écoute. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais chose très très importante parce que ça peut concerner beaucoup de francophones et de Olim qui nous écoutent. Il avait une petite retraite en France qu'il touchait. Et cette retraite, il ne l'a jamais déclarée en Israël, mais elle n'est pas imposable en France. Et ça a été vérifié avec son conseiller fiscal qu'il n'a pas besoin de déclarer une retraite non imposable tant qu'en France, elle n'est pas imposable. Okay. Il y a un accord entre la France et Israël, et c'est une question qui revient souvent, et c'est uniquement, c'est lorsqu'elle est imposable, et si vous ne l'avez pas déclarée en France, alors il faudra le faire ici. Mais si vous êtes en France, une retraite qui n'est pas imposée, ça a été vérifié à fond, et il a pris le faire de ne pas. Il lui a dit, tu n'as pas besoin, d'après les lois, j'ai vérifié, de déclarer ça. C'est très important. Alors, et donc, c'est-à-dire votre conseil, vous avez réussi d'une certaine manière à mieux l'orienter dans ces voilà, démarches. Et je lui ai donné moi, je connaissais un conseiller fiscal, mais il y en a d'autres, mais qui lui a fait exactement comme il fallait, et c'est sur moi la garantie. Donc, si c'est lui qui va le voilà. représenter par rapport aux impôts. C'est très important aussi. Ne vous amusez pas lorsque vous avez plusieurs retraites. Non, mais surtout d'être représenté par quelqu'un. C'est pas facile d'être seul face aux institutions. D'accord. Oui. Merci beaucoup à ce sujet. Un mot sur les valeurs boursières qui ont augmenté de plus de 50% depuis sa cotation. De quelle valeur s'agit-il? Donnez-nous ce secret. Voilà. La bourse elle-même, quand j'en ai parlé souvent ici, a été cotée. Et la bourse elle-même. La bourse elle-même. Et ça a été international. C'est beaucoup d'Américains qui ont acheté ça. Elle a même été évaluée à un prix très très important, 750 millions de shekels. Ça a été une très 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 grande réussite. Et depuis début août jusqu'à maintenant, elle a augmenté de 50%. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous. Qu'est-ce que ça veut dire? 100 millions de shekels. La valeur boursière de la bourse elle-même, cotée. Et c'est très très important. En fait, c'est la valeur totale des actions cotées en bourse. Non, elle-même la bourse, elle a un profit, et ça c'est très très important parce que c'est comme n'importe quelle entreprise. Et elle capitalise en bourse le profit comme si c'était une entreprise high-tech, qu'elle fait du rêve. Et je ne sais pas, il y a eu une histoire cette semaine parce que en même temps la bourse est devenue celle qui sponsor le football en Israël. Alors et ça a donné beaucoup d'argent, 12 millions de shekels, et les ouvriers n'étaient pas contents, les salariés, et c'est très très important et c'est très étonnant, et je n'ai pas de réponse comment ça se fait qu'une entreprise, les économistes n'ont plus comme ça, et c'est les Américains, pas les Israéliens qui achètent ce rêve.
Alors, le dernier titre, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler de manière plus longue dans les prochaines semaines, mais vous voulez dire un mot sur les perspectives de l'industrie israélienne dans certaines grandes villes ? Oui, il y a une étude très intéressante dans la presse financière, et ça m'a appris qu'il y a des gens, un organisme gouvernemental qui prépare déjà l'année 2040 sur ce qui va se passer dans l'industrie. Vous savez que ce qu'on appelle l'Arnouna, on en a parlé, les villes sont intéressées à ce qu'ils aient le maximum de gens et ce qu'on appelle les Asakim, qu'il n'y ait pas de zone industrielle, mais de zone commerciale, du high-tech. Parce que vous avez une industrie, ça permet moins de recevoir de Arnouna, de cet impôt de la ville, qu'une industrie. Maintenant, d'un côté, c'est bien parce que les industries comme à Haïfa, vous savez, ça pollue. Mais d'un côté, il y a des industries qui ont besoin d'être dans les villes parce qu'ils ne peuvent pas arriver depuis le Negev pour vous apporter des choses qui doivent être fraîches. Et ça peut poser un problème. Alors, ils sont en train de réfléchir. Ils savent qu'il y a un problème au niveau de l'industrie. Les ministres de l'Industrie et autres de l'économie face aux villes, de voir comment arriver à faire que d'un côté, il reste un peu d'industrie parce qu'il y a un problème de chômage et le fait qu'il y a besoin des impôts locaux. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim. C'était toujours très instructif de vous écouter dans ces sujets que vous nous avez choisis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous attend la semaine prochaine pour la première chronique, on va dire, du mois de septembre et de la rentrée après les grandes vacances. Merci d'avoir été avec nous ce matin.